Chers confrères et consoeurs, chers amis, bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis le Dr Timur Hamida, médecin généraliste privé à INSCAN et secrétaire général de la Société marocaine de médecine générale. Et c'est à ce titre que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un nouveau regard pratique sur l'éthique et le droit aux soins au Maroc. Nous savons tous que l'essence même de la profession médicale est le patient, est centrée sur le patient, que le médecin généraliste doit prendre en sa globalité, parfois sur de longues durées, et le plus souvent en coordination avec d'autres prestataires de soins. Tout médecin doit savoir utiliser les ressources nécessaires pour préserver et ses compétences et la confiance de ses patients. Il s'agit donc de la responsabilité du médecin, du droit du patient et l'ensemble dans un cadre éthique. Nous allons passer à des définitions succinctes de tous ces termes. Pour ce qui est l'éthique, l'éthique mène une réflexion universelle sur les morales et les débats avant d'être normes. Elle a connu de nombreuses discussions et a connu une grande évolution depuis l'éthique hippocratique jusqu'à nos jours. Hippocrate écrit que avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou ne pas nuire. Le serment de Genève de l'Association médicale mondiale dit dans sa première version de 1948 que la santé de mon patient sera mon premier souci. L'intérêt du malade est de ce fait la pierre angulaire de l'éthique médicale. Alors que dans sa version traditionnelle, l'éthique médicale n'exigeait des médecins que leur responsabilité envers leurs patients, de nos jours, les médecins doivent tenir compte des besoins de la société, comme par exemple l'allocation des ressources limitées des soins. Le droit aux soins. La Constitution de l'OMS stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Le droit à la santé comprend donc l'accès en temps utile à des soins de qualité satisfaisante, mais aussi d'un coût abordable. Le droit de jouir du meilleur état de santé possible implique donc que soit réuni un ensemble de critères sociaux favorables à l'état de santé de tous. Nous sommes donc passés d'une prépondérance d'une conscience individuelle à une éthique collective. La santé implique une dimension sociale et elle n'est pas l'affaire de médecins ou d'hôpitaux, mais l'affaire de groupes d'humains. Et si la médecine est l'affaire de médecins, la santé est l'affaire de chacun. Il ne faut pas oublier que comme tout être humain, le médecin a des droits et l'éthique serait incomplète, l'éthique médicale serait incomplète si elle ne tenait pas compte de la manière dont les autres patients, collègues, sociétés doivent traiter les médecins. Pour ce qui est de la responsabilité médicale, il est de mise de distinguer entre responsabilité de source de sanction, la responsabilité pénale ou disciplinaire, et la responsabilité source d'indemnisation, qui est la responsabilité civile ou administrative. La responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type contractuel. Il se forme donc entre le praticien et son client un véritable contrat comprenant pour le praticien l'engagement de lui donner des soins conformes aux données actuelles de la science. La responsabilité médicale est une responsabilité de l'homme. Nous distinguons la responsabilité administrative et en tant qu'acteur de santé publique, comme par exemple l'établissement de certificats médicaux, le recueil épidémiologique et la participation à la veille sanitaire, etc. La responsabilité économique. Alors, le médecin doit prendre en considération les ressources propres de ses patients, mais aussi son rapport avec les organismes sociaux. Et aussi, il y a les obligations médico-légales du médecin, comme la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité pénale, la responsabilité d'avoir des assurances, l'obligation d'information et d'obtention du consentement du malade, ainsi de suite. L'éthique, le droit aux soins et la responsabilité médicale sont étroitement impliqués dans toutes les définitions universelles. Il semble donc évident de ne pas limiter le champ d'action à la santé en son sens strict, mais plutôt de chercher à améliorer tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Alors, la vision de la Société marocaine de médecine générale. Les besoins humains vont inévitablement se heurter aux limites des moyens. Le médecin doit prendre conscience que les choix économiques vont en fin de compte arbitrer les différentes thérapies. Nous pensons que les choix économiques tiennent dans la recherche des solutions les plus efficaces.
Et ne serait-ce que par ses propres prescriptions, tout médecin doit savoir qu'il va peser sur les équilibres financiers des organismes d'assurance maladie. Alors, les différents obstacles à l'inégal accès aux soins plutôt, diffèrent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et même d'une communauté à l'autre. Et des solutions toutes faites, applicables en toutes circonstances et tout lieu, n'existent pas. Entre ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, au sein de la Société marocaine de médecine générale, nous avons opté pour ce que nous pouvons faire. Alors, notre stratégie, elle repose plutôt sur le fait d'apporter des solutions nouvelles à différents niveaux de la prise en charge du patient, mais en tenant compte de la spécificité de notre pays. Le projet REGARD, qui signifie Réseau généraliste d'alerte et de recueil des données sanitaires, s'inscrit dans cette optique selon 4 axes principaux. Alors, le premier axe est centré sur l'accès aux soins et la formation médicale. Le médecin généraliste fait l'effort de faciliter l'accès du citoyen aux soins. Sur le plan géographique, il s'installe dans les régions les plus reculées. Il suit des formations, il fait des diplômes universitaires, mais il ne peut se spécialiser en tout. D'où la nécessité de rationaliser les efforts par une information adaptée, ciblée, qui a des objectifs et surtout un impact sur la santé du patient. Alors le réseau REGARD, c'est un réseau informatique qui lie des médecins sentinelles à une plateforme de recueil et de traitement épidémiologique et statistique de données sanitaires via un dossier médical standardisé informatisé, ce qui va permettre de définir les pathologies les plus fréquentes, mais par région, et les résultats obtenus vont permettre le choix d'une formation médicale ciblée et adaptée aux besoins socio-économiques du patient et aux programmes prioritaires de santé publique, aussi à l'acquisition de gestes pratiques de première ligne, par l'installation des guidelines, de téléenseignement, etc. Alors, la formation médicale continue est une obligation déontologique et médico-légale pour tout médecin. Nous sommes censés exercer selon les dernières recommandations scientifiques. Et tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Des textes de loi envisagent de modifier l'organisation et l'évaluation de cette formation. Le deuxième axe s'inscrit dans la formation de l'assistance. Nous pensons qu'une formation spécifique de l'assistante est obligatoire afin de libérer le médecin qui va consacrer un peu plus de temps à sa consultation et donc à la recherche de pathologies pour lesquelles le patient n'est pas venu consulter en réalité. Tout ça dans un cadre de prévention. Mais aussi pour déléguer à l'assistante certaines tâches qui sont très importantes, comme par exemple l'harmonisation des messages à véhiculer aux citoyens. Aussi, la prise en charge de rendez-vous pour les transferts dans les autres structures publiques, par exemple, et l'accompagnement du patient dans le dédale du circuit de soins. Le troisième axe, c'est l'information du patient. Alors, le droit du patient à l'accès aux soins est envisagé sous l'angle d'en faire un patient partenaire, acteur dans sa propre prise en charge. Et cela passe par son droit à l'information. Donc, ceci commence au sein du cabinet, toujours par la sensibilisation via les messages harmonisés, et qui nécessite en parallèle la contribution d'autres acteurs de la santé, tels les médias, les associations locales, les établissements scolaires, les communes, les pharmaciens. Et enfin, les partenariats. Pour instaurer un circuit de soins complet du patient, il est obligatoire l'instauration de multiples partenariats. Comme par exemple le partenariat public-privé, en premier lieu avec le ministère de la Santé publique. Par exemple, faciliter l'accès des médecins généralistes privés aux hôpitaux. Faciliter les circuits de prise de rendez-vous et de transfert vers les structures publiques. Et aussi un partenariat avec le ministère de l'Enseignement pour donner une accessibilité aux médecins généralistes privés installés aux facultés, aboutir à la formation des formateurs, faire des formations spécifiques, instaurer des guidelines, etc. Toujours dans le cadre du partenariat public-privé,
il se peut, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Intérieur et tout autre ministère, toujours dans le cadre d'une information, de la sensibilisation de la communauté. Le partenariat privé-privé est très important entre médecins généralistes privés et les pharmaciens. Par exemple, pour toujours, nous insistons sur la sensibilisation via les messages harmonisés et aussi pour le recrutement des patients qui sont réfractaires à la médecine moderne. Un partenariat entre médecins généralistes privés et médecins spécialistes par une collaboration multidisciplinaire via un carnet de santé pour le suivi des patients, et ceci par le biais de l'installation d'un parcours coordonné de soins afin de rationaliser et les efforts et les dépenses de soins. Et enfin, un partenariat avec les organismes nationaux et internationaux. En conclusion, le droit d'accès aux soins, il est influencé par plusieurs facteurs. La société tout entière, en premier lieu le patient lui-même, et puis le médecin qui est lié à son patient par des obligations morales, déontologiques et légales dans un cadre éthique. Vu l'hétérogénéité des moyens, il est donc impératif de rationaliser les ressources limitées par l'installation d'un circuit coordonné des soins. Ceci peut être réalisé en premier grâce au projet REGAD avec toutes ses retombées économiques, scientifiques, sanitaires et sociales. Pour la Société marocaine de médecine générale, pour ce qui est de la Société marocaine de médecine générale, elle œuvre pour la concrétisation de ce projet auquel nous invitons tous les médecins à contribuer en masse. Merci pour votre attention. Nous sommes là, ainsi que tous les membres du bureau de la Société marocaine de médecine générale, pour répondre à toutes vos questions ou à toutes vos questions. Merci pour votre attention.